pour y entrer parce que c'était également une sécurité. Parce qu'à l'époque, lorsque vous habitiez dans certains quartiers et que vous deveniez déjà des jeunes filles, mais il y avait des hommes qui vous lorgnaient un peu. Et puis, lorsque vous alliez à la fontaine ou au marché, qu'il y avait dans le coin un homme qui vous désirait, ben, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il vous raptait. Il vous raptait, une fois qu'il vous a rapté, ben, il consommait le mariage sans votre autorisation. Et une fois que cela était fait, ben, vous ne pouviez plus rien faire. Parce que même parfois, la famille vous rejetait parce que vous aviez été souillé. Donc, les filles qui avaient été au collège, à l'école primaire travaillaient dur pour pouvoir entrer au collège, enfin au collège, oui, et pouvoir y être à l'internat, parce qu'en fait, beaucoup entraient également à l'internat. Alors voici ce que l'une d'elles, comment est-ce qu'elle a décrit le collège moderne. J'ai beaucoup aimé ça et je me suis dit que je vais vous le dire. Alors elle fait, le Kolémofi, c'était le bal des débutantes. N'y entrait pas qui voulait. C'était un cycle court qui te donnait un bagage suffisant pour exercer un métier social. Le cycle finissait en seconde préparatoire et le programme devait préparer des épouses dignes des premières personnalités qui allaient diriger le pays. Tous les volets de la vie y étaient dispensés et à un très haut niveau. Musique, puériculture, hygiène, sport, religion. La logistique n'était pas en reste non plus. On nous apprenait comment entretenir une concession, même si c'était un palais. Et c'est là que j'ai beaucoup pensé à la défunte reine-mère qui a su également, elle, pendant autant d'années, entretenir le palais et y laisser son empreinte. Le travail à l'internat était organisé de manière à ce que chacune ait un jour à nettoyer les vitres, le sol, les toilettes, le réfectoire. On nous apprenait comment servir à table. Avant ça, on t'a appris comment tu te maquilles, comment tu t'habilles, comment tu te défrises les cheveux, et on t'a appris à danser. Forte de toute l'instruction et de toute la formation humaine et sociale reçue donc par ces monacités et à l'école supérieure des filles et au Kolémofi, chacune d'elles a su jouer sa partition tant et si bien qu'elles ont laissé une empreinte forte dans la société et leur environnement familial et social. Elles sont devenues une référence pour beaucoup de leurs jeunes sœurs qui les admiraient et voulaient faire comme elles. Elles ont assuré avec l'essentiel qu'elles ont pris chez le colon et elles nous l'ont transmise à la maison et à l'école. Parce que nos valeurs ne sont pas seulement des coutumes, mais des valeurs impérissables. Je pense qu'il est important de dire que ces filles donc, qui ont été ouvertes au monde occidental, qui sont parties en France dès l'année 1947,
Madame Delphine Doualabel. Je suis sûr que tout à l'heure, nous aurons la chance d'entendre quelques noms de ceux qu'on a cités. En tout cas, moi, j'en connais déjà une. De Madame Sarah Outakalaloué. Mais le panel n'est pas épuisé. Je ne vais pas résumer l'intervention de Madame Gossecourt parce que je crois que tout le public l'a véritablement suivi. Il s'agissait de voir comment le rôle de la femme passe par un autre modèle d'éducation. Un modèle au début destiné à la simulation totale, mais dont elle nous dit qu'elles ont su garder notre apport à nous, ce qu'elles appelaient les coutumes, nos coutumes étant des valeurs impérissables. Elles ne les ont pas perdues en allant à l'école des Blancs, à l'école de la Cité, au collège moderne des jeunes filles, etc. Je passe la parole tout de suite pour qu'on entende un autre type de voix au professeur Albert Dikoumen, notre historien sur ce panel, pour qu'il puisse nous parler des droits et devoirs de la femme Sawa d'hier et d'aujourd'hui. Professeur. Merci, monsieur le modérateur. Mesdames, messieurs, j'ai choisi un sujet à controverse. Parce que de manière générale, quand on parle du statut de la femme, et plus particulièrement du statut de la femme Sawa, les gens se divisent en deux. Il y en a qui estiment que les droits de la femme Sawa ont toujours été respectés, aussi loin qu'on se souvienne, d'autres qui affirment qu'au contraire, ces droits ont été confisqués pendant longtemps par une société essentiellement patriarcale. Et que dans cette société, la femme, même si elle donnait beaucoup sur le plan du travail, jouait un rôle mineur dans la société. Mais qu'en est-il réellement? L'Organisation des Nations Unies proclame que les droits des femmes sont les droits humains, c'est-à-dire le droit de vivre libre de toute violence et de toute discrimination, le droit au meilleur état de santé physique et mentale, le droit à l'éducation, le droit à la propriété, le droit au travail, etc., etc. Je ne vais pas parler du droit au vote, le droit de vote. On y a ajouté plus tard le droit de divorcer et l'accès à une justice plus économique et équitable. Alors, lorsque nous appréhendons ces différents droits des femmes, nous allons commencer par le premier, le droit de vivre libre de toute violence et de toute discrimination. Lorsque la femme est encore une enfant, son éducation est essentiellement faite par sa mère. Et cette éducation se fait sous forme d'initiation. Cette initiation fait accéder un individu à un groupe d'appartenance défini par le partage d'un savoir.
C'est un rite de passage dont la fonction est d'intégrer les jeunes gens et les jeunes filles à la société à la suite d'instructions et d'épreuves diverses. Cela signifie que, ici, la femme Sawa pratique l'initiation de son enfant dès sa naissance et à partir de 3 ans, elle prépare son enfant à s'intégrer dans un quotidien. Elle la prépare également à intégrer un certain nombre de choses comme les contes, les devinettes, les jeux éducatifs. Et ce processus va jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est la femme qui s'occupe jusqu'à cet âge et de son garçon et de sa fille. À partir de l'âge de 7 ans, la mère s'occupe essentiellement de sa fille parce que c'est le père qui prend en charge le jeune garçon. Et lorsqu'elle vit dans sa famille et que cette initiation continue, la jeune fille peut être l'objet d'un certain nombre de violences si elle n'accepte pas un certain nombre de choses. Si elle n'accepte pas ces choses, cela signifie que c'est une espèce de refus à l'intégration. Elle peut être l'objet de violence de la part de sa mère. Mais cette violence, qui est surtout physique, ne va pas souvent bien loin. Ensuite, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle atteint l'âge de 15-16 ans, on la prépare au mariage. Et elle quitte sa famille pour s'intégrer à une autre famille, la famille du mari. Et en principe, cette famille doit la protéger. Elle doit la protéger contre toute forme de violence. Madame parlait tout à l'heure de rapt. Il arrivait que dans notre société Sawa, des jeunes filles soient, pourquoi je considère cela comme une agression, soient raptées par des jeunes gens. C'est déjà une forme de violence qui s'exerce sur ces jeunes filles. C'est une forme de violence. C'est une forme de violence psychologique. Et cela a parfois donné lieu à des querelles entre familles qui sont allées jusqu'aux bagarres entre familles et parfois même de manière élargie. Donc c'est une forme de violence. Mais si elle se marie, la femme peut être aussi l'objet de violence. Nous avons des maris qui aiment se faire respecter comme ils disent et qui n'hésitent pas à passer à ce qu'ils appellent la correction. Il leur faut corriger leurs épouses. Ça, c'est de la violence. Mais est-ce que cette forme de violence était endémique? C'est la question que nous nous posons. J'ai dit que cette violence était à la fois physique et psychologique. Mais les femmes s'organisaient parfois pour mettre un terme à cette violence. Elles s'organisaient de différentes manières. Parfois, elles se mettaient ensemble pour aller chez l'homme qui a l'habitude de brutaliser son épouse. Parfois, elles utilisaient des chants
elles utilisaient des contes, elles utilisaient la danse pour exprimer leur malaise et leur refus d'accepter cette violence. J'ai dit que la femme a également le droit au meilleur état de santé physique et mentale. La femme peut, lorsqu'elle est jeune, vivre dans un milieu agréable, où ses parents prennent véritablement soin d'elle. Et après se marie, et tout change complètement. Elle est victime de sa belle famille, victime de sa belle-mère, victime de ses belles-sœurs, victime parfois aussi du mari. Et la femme, ici, lorsqu'elle perd son mari, est victime aussi des rites de veuvage. Nous savons que ces rites de veuvage pouvaient être d'une grande brutalité. Donc, mais nous savons que dans notre société, il y avait des hommes qui soignaient, qu'on appelle les Nganga. Mais ce n'étaient pas les seuls. Dès l'enfance, la mère apprenait un certain nombre de choses à sa fille. Elle lui apprenait l'hygiène physique, elle lui apprenait à distinguer les plantes, elle lui apprenait à distinguer également un certain nombre de signaux qui pouvaient être favorables ou défavorables. Et la femme Sawa se faisait soigner, soit dans sa famille, soit chez des spécialistes. Mais toujours à bord. Dans les années 60-70, les Nganga avaient encore pignon sur eux. Les femmes qui prenaient soin des bébés, nous savons qu'il y a un certain nombre de femmes qui étaient réputées pour soigner les bébés. Et ces femmes recevaient des enfants qui étaient malades. Mais il y en avait qui étaient spécialistes de gens qui étaient beaucoup plus grands et qui les recevaient également. Donc, la jeune fille, n'est-ce pas, pouvait être l'objet de soins. Nous avons également le droit à la propriété. Là, c'est une autre paire de manches. Parce que notre société, telle qu'elle était organisée, ne donnait pas le droit de propriété aux femmes. Les femmes étaient surtout usufruitières. C'est-à-dire que lorsqu'elles se mariaient, le mari ou la famille du marié leur confiait un lopin de terre. Ce lopin de terre permettait à la femme de cultiver un certain nombre de choses. Vous savez que notre société était organisée d'une certaine manière. Nous sommes une société non seulement de pêcheurs, mais également de cultivateurs. Et dans cette société, il y avait des rôles bien définis. Les hommes, lorsque on avait trouvé un espace pour la femme, coupaient les arbres, les défrichaient, et puis c'est la femme qui se chargeait de planter, de surveiller, puis de récolter. Ça, c'était le rôle de la femme. Les hommes
avant qu'on introduise des cultures industrielles, n'est-ce pas, ça donnait essentiellement la pêche, sauf dans des régions qui étaient éloignées des fleuves. Donc, cela permettait à la femme de contrôler ce qu'on peut considérer comme l'économie, les biens économiques de la famille. Madame Dolissané l'a dit tout à l'heure. Elle contrôlait les biens économiques de la famille. C'était un rôle important dans notre société traditionnelle. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Ces choses ont évolué et je vais parler surtout de ce qui a évolué. Qu'est-ce qui a évolué? Est-ce que la femme a conservé le droit de vivre libre de toute violence et de toute discrimination dans notre société? Nous savons que avec l'arrivée des Européens, notre société elle-même a connu une violence innommable. Pourquoi elle a connu cette violence? Tout simplement parce que les Européens sont venus ici pour un but précis. Hein? Eux, ils appellent ça mettre en valeur. Ils sont venus mettre en valeur nos pays. Parce qu'il n'y avait rien qui était fait dans nos pays, il fallait les mettre en valeur. En fait, ils sont venus nous exploiter. La société coloniale est essentiellement une société d'exploitation. Et les Douala, aussi bien que les autres peuples de la côte, ont connu une crise essentielle. Cette crise a commencé avec l'arrivée des Allemands. Elle a commencé avec l'arrivée des Allemands. Lorsqu'ils sont arrivés, les Douala jouaient un rôle, les Douala et d'autres peuples de la côte, jouaient un rôle d'intermédiaire entre les commerçants qui venaient sur la côte et les populations qui produisaient un certain nombre de denrées à l'intérieur. Ils ont mis fin à cette situation. Et les Douala ont dû se reconvertir. Il y a eu la reconversion économique des Douala et des autres peuples de la côte. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Beaucoup ont quitté la côte, la plaine côtière, ont quitté la ville pour aller dans les campagnes. Ils ont créé des plantations. Beaucoup de populations côtières se sont établies dans le Mungo, se sont établies dans l'Onkam. Hein? Certains sont allés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sud-ouest. Et ces gens ont laissé leurs femmes à Douala. Et cette femme devait se battre. Elle devait se battre pour vivre, j'aurais même dire pour survivre. Mais cela a provoqué un désordre dans notre société sawa. Cette reconversion économique ensuite a fait que certains qui étaient des pêcheurs naguère sont devenus des clercs, c'est-à-dire qui se sont mis au service des sociétés européennes, des compagnies européennes qui se sont établies dans nos villes et dans nos villages. Et là aussi, les femmes en ont subi le contre-coup. Elles ont subi le contre-coup de quelle manière? Parce que l'argent qui était payé à leurs époux ne suffisait pas, ne leur suffisait pas pour vivre. Elles ont dû donc apprendre un certain nombre de métiers. Certains ont appris à faire des beignets, d'autres ont appris à coudre pour rafistoler un certain nombre de vêtements, etc., etc. Donc, cela a été un problème important.
Pour ce qui concerne l'école, je ne vais pas insister dessus, mais je vais quand même dire un mot. Lorsque les Européens arrivent, c'est une société de domination qui cherche des bras pour exploiter le pays. Donc ils ont besoin d'hommes. Ces hommes, ils les envoient faire quelques études pour qu'ils puissent les aider à faire l'exploitation du Cameroun. Les femmes sont abandonnées à elles-mêmes. Il n'y a pas véritablement d'éducation. Madame a parlé tout à l'heure de cette éducation, mais les femmes sont recrutées par les missionnaires. Parce que ce sont les femmes qui transmettaient le savoir. Et les missionnaires l'ont compris. Ce sont les femmes qui transmettaient les bribes de la religion traditionnelle. Les missionnaires l'ont compris et ont attiré ces femmes dans leurs églises. Ils ont attiré ces femmes dans leurs églises en leur disant: vos maris vous maltraitent. Vos maris ont plusieurs femmes, ce sont des polygames, ce sont des impies. Et certaines de ces femmes se sont laissées séduire. Elles se sont laissées séduire. Et cette fois-ci, elles ne transmettaient plus aux enfants le savoir traditionnel. Elles leur transmettaient ce que disait la Bible. Et c'est ainsi que des connaissances ont été perdues. Il y a eu une rupture à ce niveau. Nos enfants n'ont plus appris de leur mère. Désormais, lorsque leur mère revenait, elle ne leur parlait que de Jéhovah et de Jésus. Il fallait aimer Jésus, il fallait aimer Jéhovah, etc., etc. Et c'est ainsi que cette partie de toutes ces connaissances qu'on transmettait ont été oubliées. Et j'ai dit parler tout à l'heure de la fonction d'intégrer. Cette fonction d'intégrer les jeunes gens n'a plus existé. Désormais, on allait à l'école du blanc, et ce qu'on apprenait à l'école du blanc, ce n'était plus les connaissances traditionnelles. Ça, voilà, ça a été une rupture brutale. Et cette crise qui date de cette période nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, nous avons pensé qu'il fallait imiter, il fallait copier, il fallait s'intégrer, faire comme le blanc, mais c'était un processus d'aliénation. Un processus d'aliénation qui a fait que nous voulions imiter le blanc. C'était un processus de mimétisme. Il fallait faire comme le blanc et nous nous sommes oubliés ici. Les droits féminins, on les a connus d'une autre manière. Dans les années 30, les Européens, les Français en l'occurrence, décident d'augmenter les taxes et les impôts et de ne plus épargner les femmes. Il fallait également que les femmes contribuent à l'assiette fiscale. Et les femmes se sont révoltées. Ils ont donné un terme à cela, ça a été l'émotion fiscale. Ils ont appelé ça l'émotion fiscale. Et toujours est-il que les femmes de Bonateki, de Bonadibon et d'ailleurs de Bonaberi, n'est-ce pas, ont marché pour protester contre cela. En fait, elles répétaient ici ce qu'elles faisaient dans la tradition lorsqu'elles n'étaient pas contentes des hommes.
n'est-ce pas, elle signifiait aux hommes d'une manière ou d'une autre. Elles l'ont fait ici en 1931-1932 et les Français ont même tiré sur elle. Mais toujours est-il que cela a permis que les Français reculent. Sachent qu'il y a des gens qui se sont battus contre eux lorsqu'ils entraient dans le pays, mais il y a toujours des gens qui continuent à se battre contre eux. Et Madame a parlé tout à l'heure de l'école. Au début, les femmes n'avaient pas droit à l'école, et c'est incidemment que dans les années 30, on commence à les recruter à l'école. De quelle manière? Un instituteur est allé voir les Européens et leur a dit, moi je suis instituteur, j'ai des enfants qui sont des filles. Comment je dois enseigner ce que je sais aux jeunes gens et mes filles ne peuvent pas en profiter? C'est à ce moment-là que les Européens ont commencé à ouvrir les portes des établissements aux jeunes filles. Je dis au niveau du secondaire. Donc, les droits féminins s'affirment surtout avant l'indépendance. Cette période, vous la connaissez. Cette période, c'est la lutte pour l'indépendance. Et ce ne sont pas seulement les hommes qui s'affirment dans cette lutte. Il y a des mouvements féminins, par exemple l'UPC à l'UDFEC. Il y a des mouvements féminins qui épaulent l'UPC et d'autres partis politiques. Et ce n'est qu'après la guerre que aussi bien l'homme que la femme, n'est-ce pas, va devenir un animal politique, véritablement un animal politique. Avec la création de l'Assemblée territoriale, tout le monde peut voter, même les femmes peuvent voter. Comme le disait quelqu'un, ce n'était plus votre période d'aveugle. Désormais, nous sommes dans une phase différente. Au total, avec l'indépendance, n'est-ce pas, nous suivons le modèle tel qu'il a été établi dans les autres pays. Nous copions ce qui a été fait dans d'autres pays. Mais on peut se poser une question, et Madame, le professeur de l'Issané l'a posé tout à l'heure. Est-ce que la femme Sawa a retrouvé toute sa puissance, tous ses droits? Aujourd'hui, ces femmes qui sont assises là, est-ce qu'elles ont tous leurs droits? Est-ce qu'elles jouent le même rôle qu'elles jouaient à l'origine dans notre société? Est-ce qu'elles ne sont pas les agents plutôt d'une forme d'aliénation? C'est la question que je pose ici. Je vous remercie. Bien, le micro m'a lâché, mais vos mains sont généreuses. Je vous prie d'applaudir encore le professeur Albert Ducoumen. Vos applaudissements vont à vous-même pour la patience dont vous avez fait preuve jusqu'ici. J'espère que nous allons quand même pouvoir être tout à fait présents pour la suite. La suite sur ce panel, c'est le professeur Angwangea Annette. Je vous l'ai dit, c'est elle qui dirige l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba depuis sa création. Elle est donc chargée, en réalité, de créer les hommes de culture
en tout cas dans leurs aspects de pratique artistique. Mais elle s'intéresse à tout et elle aussi va parler des femmes. Je vous prie d'être patient parce qu'après ce panel et après le bref échange que nous allons avoir, nous avons presque autant de monde derrière, en face de vous, que vous êtes à attendre. Ce monde, c'est les acteurs de la culture à la fois traditionnelle et moderne, mais surtout traditionnelle, qui attendent leur tour après ces débats. Je passe la parole au professeur. J'espère que, oui, mon micro, je vous le donne. Merci. Merci pour cet échange. Des échanges qui nous édifient sur notre culture Sawa. C'est vrai que c'est toujours très difficile quand les gens ont déjà parlé de prendre la parole. C'est vrai que tout ce qui a été dit, je l'avais aussi quelque part préparé de ça, mais après que ce soit dit, il ne faudrait pas qu'il y ait des doublons. Là, je serai obligé de changer de paradigme. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, je vais déjà remercier toutes les personnes qui sont ici. Ma petite sœur de Lissané, qui est à Yaoundé 1, mon père Dikoumé, et la maman dont je connaissais le nom, mais pas la personne. Donc, c'est un honneur. Et c'est aussi un honneur parce que tout le temps qu'il y a des débats ou des réflexions sur tout ce qui concerne la culture Sawa, Henri Manga m'a toujours associé à cela, et pour cela je lui dis merci. Je disais donc que je vais changer de paradigme et je vais commencer en disant ceci, que quand un homme a tout oublié, ce qui lui reste, c'est sa culture. Et quand il n'est pas capable de maîtriser sa culture, c'est un homme perdu. Alors, tout ce qui a été dit ici, sur la femme Sawa, on comprend que cette femme avait un très grand pouvoir. Bien que la société soit matriarcale, mais elle avait un rôle essentiel, fondamental dans cette société. Alors, la question que moi, je vais me poser, parce que nous, tout ce qui a été dit, moi, par exemple, j'ai grandi dans cela. Nous avons eu des mamans qui étaient très strictes en ce qui concernait l'éducation des enfants. Pas seulement des filles, mais des enfants. Chez les Bantous, on dit un homme, chez les Bétis, on dit qu'un homme n'entre pas à la cuisine. Mais chez nous, chez les Sawa, on dit l'homme, la femme, entrer à la cuisine, l'homme, jusqu'à un certain âge, ou l'âge qui était l'âge de la circoncision. Et c'était l'âge initiatique, ou 7 ans. Le professeur Dikoumé a dit 7 ans. Et c'est en ce moment que cet enfant quittait le mouébé de sa mère pour aller chez les hommes. Nous avons vécu cela, même par mimétisme, ce que faisaient nos parents. Une femme était initiée pour être une bonne femme. Bon, la question que je me pose, c'est est-ce que l'école est un, comment dirais-je, est un frein pour cette éducation des enfants? Je ne crois pas. Mais ce que je crois, c'est que la femme, en général, et particulièrement la femme Sawa, a démissionné de son rôle. Moi, je suis enseignante et j'ai la chance d'être enseignante femme et de côtoyer les jeunes filles. Que ce soit les jeunes filles Sawa ou les jeunes filles venant d'ailleurs. Mais je vous assure
on a envie de pleurer. On sent que la maman a complètement démissionné de son rôle de mère. C'est des enfants qui n'ont plus de rapport. Quand je dis rapport, ça veut dire ce rapport intime qu'il y avait entre la fille et sa mère. Où c'est en ce moment que la maman profitait pour lui prodiguer des conseils de la vie et de tout ce qu'elle pouvait rencontrer dans la vie. Parce que je ne peux même pas dire initiation au mariage. Ça, je ne sais même pas si certains parents même savent déjà même l'initiation au mariage pour pouvoir éduquer les enfants dans ce sens-là. Mais je dis même des contextes, je vais vous dire, il y a même des enfants à l'université, si vous leur demandez ce que font leur mère ou leur père, ils ne vous diront pas. C'est étrange, mais c'est vrai. Les parents n'ont que de relations argent avec leurs enfants. Argent au moment où l'enfant vient dire « Ah, à partir de demain, il faut payer la scolarité » ou « Je n'ai plus un smartphone » pour ceux qui sont nantis, ou « Je n'ai plus ceci et cela ». Les parents, aujourd'hui, croient que l'amour qu'on peut donner aux enfants, c'est un amour matériel. Et du coup, les enfants sont perdus. Parce qu'ils sont, ce qu'on dit en anglais, between betweens. Ils ne sont ni à gauche, ils ne sont ni à droite. Parce qu'ils ne connaissent même pas la culture occidentale. Encore moins leur culture. Ce sont des enfants perdus. Moi, ce que je vais faire ce soir, c'est un plaidoyer auprès des parents. La femme Sawa, comme on l'a dit, est une femme qui avait un rôle de transmission patrimoniale. Ça veut dire tout ce qui concernait le patrimoine immatériel. Aujourd'hui, pourquoi a-t-elle démissionné de ce rôle au nom de la modernité? Et quelle modernité? Parce que même les Européens sont en train de rentrer dans les coutumes ancestrales. Nous qui croyons que nous sommes des Blancs, ou parce qu'on est allé à l'école, l'école est un tout. Non. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons beaucoup de divorces. Et nous voyons même que c'est chez les intellectuels qu'il y a un grand nombre de divorces. Parce que justement, l'école sans initiation maternelle nous coupe des réalités. Donc, comme je le disais tantôt, le plaidoyer que je voudrais faire, comment dirais-je, devant nos sœurs, c'est que nous puissions reconsidérer ce que nos mamans étaient dans le temps. Je crois que nous tous nous le savons. Le professeur Dikoumé l'a dit, le professeur de Lissane l'a dit, le docteur, tout le monde le sait, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je sais que nos enfants vous diront, oh maman, vous êtes d'un autre genre, aujourd'hui c'est l'internet, c'est... Mais nous pouvons aussi utiliser ces nouveaux médias pour pouvoir éduquer nos enfants. Ça veut dire aller plutôt dans le sens de nos enfants. Aujourd'hui, peut-être l'oralité ne passe plus, mais utilisons tous ces nouveaux médias pour pouvoir rééduquer la jeune fille. Moi, je me rappelle quand mes filles étaient encore toutes petites, si vous leur demandez entre votre père et votre mère, vous voulez que qui meure la première, on devait dire, ah non, maman, il faut qu'elle parte, hein. Elle est trop stricte, elle est trop dure, elle est ceci et cela. J'avais tous les épitaphes. Mais aujourd'hui, j'ai quand même la chance qu'elle puisse me remercier en me disant, maman, merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Et je voudrais que mes chères sœurs, mes petites sœurs, grandes ou quoi que ce soit, puissent reconsidérer cela. Parce que franchement, nous sommes en train d'aller à la dérive. Et comme l'a si bien dit le professeur de Lissane, vous rencontrez quelqu'un, vous lui parlez le patois, il te demande, mais moi je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais comment pouvez-vous bien écrire français quand vous ne réfléchissez même pas en votre langue? Je peux vous assurer que les personnes qui parlent très bien leur langue sont des personnes qui savent écrire la langue des autres. Parce qu'avant de réfléchir,
on réfléchit d'abord à sa langue avant de parler la langue des autres. Même si la société est patriarcale, encore que je mets toujours des réserves, la société est matriarcale. Même dans le temps, quand il fallait aller épouser une fille dans une famille, on regardait d'abord le comportement de la maman. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Encouragez-moi quand même dans ce que je dis. Hein? On disait, va dans cette maison parce que la maman est bien éduquée, elle est gentille, elle s'est préparée, elle sait tenir une maison, elle sait. Elle sait parler aux gens. La gentillesse, c'est savoir parler aux gens. Et quand c'était le contraire, on vous disait vraiment n'y allez pas parce que sa fille aussi, c'est une catastrophe. Vous savez, la vie a toujours été très stricte envers les femmes. L'homme peut déambuler, volatiser, ivrogne et tout, mais quand la maman a les pieds sur terre, la famille ne tremble point. Eh oui. S'il vous plaît, permettez que je profite de ces applaudissements pour inviter les personnes propriétaires de 2 voitures dont je vais citer les numéros de s'approcher parce que cette fois-ci, ce n'est pas les voitures qui dérangent les autres, mais ces voitures elles-mêmes sont en danger. Alors je parle du LT 295 KU et ensuite la voiture LT 470 KA. C'est les voitures qui sont à côté du chantier et je crois avoir compris que peut-être elles sont en train d'être ensevelies par le béton. Allez-y rapidement. Ok, merci. Excusez-moi, professeur, de vous avoir interrompu. Applaudissez-la encore une fois pour qu'elle puisse terminer son propos. Donc, comme je disais, c'est un plaidoyer vraiment. La femme Sawa doit revenir à ses vertus dans le temps. L'école n'est pas un enfant. Au contraire, ça doit être un plus sur l'éducation en général. Pas seulement de la fille, mais aussi de l'homme. Donc, ne copiez pas bêtement tout ce qu'on nous montre, l'occidentalisation ou ceci et cela et tout. Vous voyez par exemple une Douala, quand elle va à Paris, 2 mois, oh là là, elle a changé de voix, elle watise comme on dit, et au lieu d'appeler l'ondolé, elle dit l'ondole, ainsi de suite et tout. Donc franchement, revenons dans nos valeurs, parce que quand on voit, même par mimétisme, ce que faisaient nos parents et autres, c'était très très beau. Et je dis toujours, même aux étudiants, je suis de la vieille école. Je suis de la vieille école. Et ça ne souffre de rien. Ça ne souffre de rien. Et puis, professeur, moi je voudrais dire que dans un ménage, quand l'homme commence déjà à dire c'est moi le chef de famille, c'est moi le chef de famille, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Ça ne se discute pas. L'homme est le chef de la famille, mais la femme a sa place. Ça c'est clair. Quand chacun respecte son couloir, je crois que il n'y a pas de problème. Mais quand je dis il n'y a pas de problème, il peut ne pas avoir de problème. Hein. Nous sommes des hommes, il peut toujours avoir. Je voudrais aussi dire que les problèmes, il ne faudrait pas que les problèmes de la vie, soient un enfant pour l'éducation de nos enfants. Parce que c'est l'éducation que nous aurons donnée à ces enfants qui reste quand nous ne serons plus là. La maman que nous pleurons aujourd'hui, elle a respecté tous ces principes et tout, et on voit sur ses enfants. Donc ce que vous avez enseigné, ce que vous êtes, se reflète sur vos enfants. C'est ce que je voulais dire. Merci. Eh bien, nous avons entendu nos éminentes personnalités. Maintenant, c'est à vous de l'autre côté. Mais en attendant que vous puissiez poser vos questions, nous avons demandé à 3 des meilleurs chantres du chant traditionnel Ngosso, 3 de ceux qui, depuis une quarantaine d'années, se sont imposés comme
véritablement des ténors pour parler comme les autres, de venir nous proposer une brève respiration. Après eux, ne vous inquiétez pas, nous avons 2 témoignages. Le témoignage de Madame Sarah Kouta Kalaloube, qu'elle n'a pas pu faire ici et que nous aurons la chance d'entendre par la vidéo. Et nous avons un enfant de Citadelphine, et qu'on a Charlemagne, je n'en dis pas plus, qui va dire deux mots. Et nous avons une dédicace poétique de la part de Théodore Kaese. Tout cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Alors, Teddy Dikonge, Ndo Bikene et Ruffin et moi, on vous écoute.
Abona, someone bomba bambe way, na someone bomba bambe. Na someone bomba bambe way, na someone bomba bambe. Batibati kibabone wala, baba nengene to bisondoti, uno makienti. Bana someone bomba bambe. Batibati kibabone wala, baba nengene bisondoti, uno makienti. Bana someone bomba bambe. Ndo accompagné par Edouard Ruffin et Teddy Dikonde. J'espère que vous êtes entrés dans la profondeur de l'Afrique équatoriale avec ce chant grosso sans lequel pas de Manu Dibango. Sans ce chant grosso, pas de Richard Bonham. Sans ce chant grosso, pas de Makossa. Sans ce chant grosso, pas de Henri Dikongue et d'autres. Applaudissez encore une fois pour eux. Je voudrais que la technique me confirme que le message de Mme Kalaloube est calé. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, on le lance tout de suite. La vidéo était lancée. C'est un témoin de l'histoire qui aura également vu la princesse Delphine Enangem Bédié Bomboué-Bongen, veuve du prince René Douala Mangabel, décédée à l'âge de 94 ans de suite d'un malaise. L'annonce officielle a été faite par son fils roi, Jean-Yves Ebombou Douala Mangabel, chef supérieur du canton Bel. Je l'ai rencontré à son mariage, à Paris d'abord. Quand elle s'est mariée, puisque René, c'est mon neveu. Et en plus de ça, je suis dans le même foyer, comme on parle des foyers dans la culture, de Tomé Damaso.
Donc, Delphine est ce qu'on appelle Moukoua, elle est Moukouama. Je la connais bien. Je ne la connais pas parce qu'elle a de ma génération. Je suis son aîné de beaucoup. Mais je peux dire que je suis la seule personne qui a eu ce privilège que personne n'aura pu. De vivre dans cette mois Tomedi pour le même événement. Quand je dis le même événement, cela veut dire la mort des princesses de Tomedi et en même temps les mères des petits-enfants de Tomedi. Je m'explique. J'avais 30... je suis né en 1939-38 quand la première princesse de Tomedi est morte, qui s'appelait Ngomadai. Non, elle était plutôt la mère du prince Alexandre Douala Mangabé. Et elle était en même temps la mère du prince Alexandre, qui était à ce moment-là le prince de Bounadjou. Et c'est le même événement qui se produit. Parce que Delphine est la veuve du prince et la mère du prince actuel. Je ne pense pas qu'il y aura une autre personne qui aura ce privilège d'assister aux deux décès des deux princesses et des mères des princesses, des mères des princes. Parce que Delphine est la veuve du prince René Douala Mangabé et Delphine est la mère du prince Eboumbou. C'est le même événement. Mais Delphine est venue au Cameroun dans une mauvaise période, après les indépendances. Parce qu'à ce moment-là, on connaissait les professions de femmes que sur trois rôles: la santé et l'enseignement. Et ce qu'on appelait les dactylographes, autrement dit les secrétaires. Delphine vient, elle est la princesse. Elle dit qu'elle est kinésithérapeute. C'est quoi? On ne connaît pas ce professeur. On l'attend en tant que princesse. Elle veut s'installer à la clinique de Soko Prison comme kinésie. La famille royale dit non. Une princesse ne travaille pas, elle reste chez elle. Et on l'encadre. Une princesse ne sort pas seule. Et il faut ce qu'on appelait la cour chez les Blancs. Delphine dit non. Voilà où commence donc un peu le conflit de Delphine avec sa génération, le conflit des générations. Les dames qui devaient accompagner la princesse n'ont pas voulu qu'elle marche seule. Et elle croyait qu'on voulait la contrôler. C'était une femme libre d'esprit qui aimait agir sans contrainte. C'est pour cela que vous avez vu que jusqu'aujourd'hui, que Delphine n'a jamais eu une cour de femmes qui l'accompagnaient. Ce sont les midis qui l'accompagnaient. Parce que ces femmes l'ont rejeté. C'était une période d'initiative. Moi, je suivais tout ça. Et elle devrait être initiée par ces femmes-là.
Donc, comme elle les a rejetés, elles aussi l'ont rejetée. Mais elle est bien intégrée dans la famille Bell. Elle n'est pas de ma génération. Si je dois parler de Delphine, je ne parle que de ce côté-là, tout simplement. Et je peux dire, n'étant pas de ma génération, c'était une amie à moi. Elle se confiait à moi. Elle m'appelait maman, puisque j'étais la tante de son mari. Femme forte au sourire éternel, elle laisse une grande famille ainsi qu'une communauté éplorée et restera à jamais gravée dans nos cœurs. C'était Madame Sarah Kalaloben, née Kouta, elle-même aussi une pionnière, puisque enseignante parmi les toutes premières dames dont elle parlait, ancienne Gonacité, puisque elle a aussi passé, elle est passée par beaucoup d'autres métiers entre-temps, et nous avons la chance qu'elle est encore avec nous. Malheureusement, elle a été un peu fatiguée, elle n'a pas pu être ici ce soir. Je vous demande donc de l'applaudir beaucoup parce qu'elle le mérite et qu'elle nous reste. C'est véritablement notre bibliothèque, surtout la bibliothèque du canton Bell. Et tout de suite, nous demandons à Théodore Kaessé de venir proposer sa dédicace. Théodore Kaessé, que je ne peux même pas résumer. Je sais seulement qu'il enseigne aussi à l'Institut des Beaux-Arts. Mais quand je l'ai connu, il s'exerçait au microphone, journaliste et présentateur. En temps normal, il aurait pu me remplacer sur cette table. Je suis content qu'il soit de nouveau rétabli, en meilleure santé. Et il a tenu lui aussi à remercier sa maman. Pendant ce temps, Charlemagne se prépare à intervenir. À toi, 2, 1, 0. Merci. Parti dès l'aube de leur modeste tanière, par des chemins rocailleux de la pitance journalière, une bande irréductible prolétaire au crépuscule fait une hâte sur ce bout de terre isolé, perdu dans le dédale. Sur ce bout de terre, perdu dans le dédale d'une nature échevelée, aquatique. Hier, l'apparition soudaine d'une nuée de libellules géantes a ravivé de vieux souvenirs, l'atterrissage forcé à Nambo, comme si les aviateurs de nuit étaient en panne d'idées à une mission de routine perdue d'avance. Une feuille morte balance et se pose sans demande. Une porte en bois craque, la terre se fait harakiri, libérant le geyser. J'en ai ma claque. Il est des journées difficiles à vivre, plus que d'autres. Sinon, puis tout coince. Il est des journées difficiles à vivre, plus que d'autres. Sinon, puis tout coince dans la roue d'un quotidien étouffant. Qu'importe, on s'accroche espérant atteindre la douceur de la vie tant rêvée. Me voici donc entre deux bras de l'Iboubou, serpentant des kilomètres et invoquant un Ngoma Djengo jusqu'au tréfonds du mont Tangari. Quel esprit obtus aurait l'audace d'aller battre Ngomon dans l'antre sacré, dans l'antre du bois sacré à 7 heures de la journée? Qui oserait franchir le Rubicon, découvrir l'ire du grand Mankoum à la veille des récoltes, alors que l'os de la précédente reste encore en travers la gorge?
Depuis quelques semaines, il flotte sur ce territoire comme un air étrange de l'agitation. La météo, mère des caprices, dans sa course folle, l'onde est furieuse. À quel moment la manite panthère aurait-elle flirté avec l'igname blanche au point de choper une nécrose? La troposphère est salée. Qu'est-ce qui tremble dans l'ambiance et que Dame Nature tarde à élucider? Mes yeux tentent de retenir un instant les flots d'une déferlante furtive tétanisée. On s'agrippe pour ne pas être emporté par le vacarme qui à lui tout seul semble faire sauter le couvercle de la cocotte Mongo, Malo. Son pita, crache le morceau vêtu, file la puce à l'oreille avant que les dérives les plus fortes ne soient constatées. Accroché au pied du mât, Tipomo devine l'impromptu. Illusion optique ou trouble menstruel de Dame Nature qui court à fond la caisse avec l'espoir de combler le retard. Que cache le coupé à Lonako et à Maninguba sous l'altoculture quand la Aune convoque et conca, lac mâle, lac femelle parmi les étoiles. Je vous remercie, c'est un texte qui sera publié sous le titre « La traversée de l'Eboudou » dans les tout prochains jours. J'ai voulu dédier à ma maman, parce que c'est elle qui me donnait tout le temps les conseils ici. Donc je la vois comme ici, comme les boubous, qu'on ne peut pas traverser, parce qu'elle avait réponse et donné tous les conseils qu'il fallait à chaque fois que j'arrivais. Et comme j'ai de la famille à Bojombo, vous pouvez comprendre ce que ça fait avec elle. Parce que, quelque part, elle est liée aussi avec les Bojombo, dont ma grand-mère vient de dessus. Merci beaucoup. Merci de la place que vous avez voulu me donner. Merci. Mais sachez aussi que les femmes, quand on les recrute, les femmes savoir, parce que je voulais compléter ce témoignage, les femmes savoir quand elles sont recrutées, c'est les dernières. Elles n'ont même pas la parole aux beaux-arts. Je vais vous dire pourquoi. Elles n'ont pas la parole aux beaux-arts parce que c'est les plus muettes. Et on a plus de filles bamileke qui viennent vers nous, les enseignants, alors que les filles savoir auraient pu profiter pendant qu'une Sawa gère l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala-Konsaba. Je voudrais terminer par cela et vous dire merci. Merci. Merci, Théodore Kaïse, qui a demandé les débats avant même qu'il ne soit là. Je me suis laissé dire par quelqu'un que le poème qu'il a cité est l'extrait d'un livre qui n'a qu'un seul poème. Donc ça veut dire que ce n'est qu'un extrait, non pas d'un livret, un recueil de poèmes, mais c'est un extrait de ce poème-là. Applaudissez-le pour cela. Dernier témoignage, Ekona Charlemagne. Tout le monde l'appelle soit Leblanc, soit Mkala. Et quand je lui ai demandé de venir prester ici ce soir, en sa qualité que vous connaissez, il m'a dit, mais c'était aussi ma maman. Qu'il en parle lui-même. Bonsoir à tous. Alors, je ne dirais pas que c'est un témoignage. Je voudrais juste partager ces beaux moments que j'ai eu à passer avec, je ne vais pas dire maman, mais ma grand-mère. Parce que 94 ans, je ne suis même pas sûr d'atteindre 70 ans. Alors, ce que je voudrais partager avec vous de Maman Delphine, ça date de très longtemps. Très longtemps parce que quand je commence l'Ambasse B, j'avais 5 ans. Et à cet âge, j'ai encore le souvenir que Pépé et René vivaient encore. Et dès qu'on m'a découvert dans cet aspect-là, tout de suite, il m'a appelé mon ami. Pépé René m'appelait tout le temps dit comme l'âme. Je me rappelle même un jour quand j'allais à l'école, il était de passage et tout de suite il m'a repéré. Il a demandé à son chauffeur de l'époque, arrête-toi, je viens de voir mon fils, mon ami. Et quand j'ai traversé la route pour retrouver vers sa voiture,
à côté de lui, il y avait Mémé Delphine. Et quand il est parti, ce qui était une très grande douleur pour moi, elle ne cessait de m'appeler Dikomla Moumam. La dernière fois que j'ai eu à la rencontrer, avant qu'elle ne prenne son dernier envol, c'était dans cette cour-ci même. Il y a pratiquement 2 ans, non, il y a 1 an exactement, quand il y avait une cérémonie ici où j'étais convié aussi. Quand elle m'a vu, elle était avec Princesse Marilyn. Elle a dit à Princesse Marilyn, dit comme la songodine. Et tout de suite, elle s'est précipitée vers moi. Malgré son état de santé, malgré sa difficulté à marcher, j'étais même surpris qu'elle esquisse 2 ou 3 pas de danse. Ce qui avait émerveillé nos illustres invités ce jour-là. Et à son départ, après cette danse-là, elle a dit à Princesse, Buyana Mala, non. Mon âme a engraissé en basbe. Ne a maman na se a wa mona te e dide bomba tetin. Nyana, elle n'était pas qu'une maman, elle était une bibliothèque. Elle n'était pas qu'une bibliothèque. Je dirais même que ce n'est pas que le canton Djonjo ou le canton d'Aïdo Onebila qui a perdu quelqu'un, mais c'est le peuple Sawa en général qui a perdu une grande bibliothèque. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever 1 minute de silence avec moi pour lui dire au revoir. Merci. Merci pour l'accompagnement que vous avez eu à mon égard. Je vous souhaite bonne soirée et je dirais qu'une seule chose, c'est que nous devons tout faire pour nous rapprocher de nos parents, de nos grandes-mères, pour en profiter. Parce que cette maman, elle m'a montré ce que c'était l'amour. Sachant que je ne fasse pas partie de sa famille, elle ne m'a jamais caché son sourire. Alors merci maman pour tout ce que tu m'as apporté. Merci parce que tu m'as montré aussi notre vision de la vie. Et merci à vous tous. Bonne soirée à vous. Merci, c'était un des nombreux enfants de Tata Delphine. Elle en avait tellement, en dehors de ceux qui sont représentés par Yolande ici. Il y en a plein sur cette table même. Et nous avons voulu montrer qu'elle ne s'arrêtait pas à nous, mais elle allait au-delà. Donc, maintenant nous allons entrer encore plus dans la profondeur de la culture Sawa. Nous attendions le roi qui a eu beaucoup de visites. Je me suis assuré qu'il vient dans quelques minutes, mais nous sommes obligés de commencer cette partie parce que nous avons accusé un certain nombre de retards. Donc tout de suite, sans plus tarder, nous allons préparer ceux qui doivent venir. Peut-être une dernière apparition. Ah, ils sont disparus. Ah, ok. On écoute encore une dernière fois.
Ndo. On écoute Ndo. On écoute Rufin et Bois. Et on écoute Teddy. Akwedi wa wenjo, akwera loba wa wenjo akwedi wa wenjo na, akwera loba wa wenjo onongone pa papa, onongona pa mama, akwera loba wa wenjo Moto
Encore une fois, Eli Lukonge, un des meilleurs chanteurs du chant Gosso depuis les années 80, Eli Lukonge. Applaudissements. Et Bois-Ruffin, deuxième voix, acteur multitalent, celui qui a joué Ngossodine dans Goumagé mais en langue douala, et Bois-Ruffin avec vos applaudissements. Et enfin, s'il y en a deux, elle est une des deux. Et on se demande si elle n'est pas la première. Ndo Sinbekene, chanteuse de Mouchan Gosso. Merci. Et tout de suite, nous entrons dans le Mboa, Ndibanya Mboa, Bessima, Bewo Obakoko, Dibo Kimene, Biengia, Bessima.
on ne pouvait pas commencer autrement que par Bessima. Bessima, on rentre dans notre cosmogonie avec des êtres humains et avec des êtres mi-dieux, mi-humains, les divinités de l'eau, le Bessima que les Douala appellent Mengu et que les Bakoko appellent Bessima. S'il vous plaît, ceux-ci viennent de Bakoko du Bombali, ils ont fait le déplacement pour être ici ce soir pour rendre hommage à notre reine-mère disparue. Yo, Obama, ça va nous Nous sommes. Nous allons passer maintenant à un autre groupe. Il est indéfinissable. La base, c'est le Changoso. Mais il est capable de tout. Il ne parle pas beaucoup. Le Mamé Bélé est déjà prêt. On vous attend. Il est normal que nous faisions appel à notre belle famille. Le roi est ici présent, partage avec moi et d'autres le fait d'avoir une maman issue de l'Aïdo. C'est pour cela que la troupe royale de l'Aïdo a été invitée ici ce soir. Et je vous ai promis que nous allons voir un spectacle extraordinaire. Le Mamé Bélé va nous le démontrer. Bionka.
Te numbe bio ya wonan te ekongolo ya batimba na donc c'est Massa Mamboa. On va applaudir les membres de je crois que vous avez goûté un peu à ce choix extraordinaire. Je pense que là encore c'est ce qu'il y a de meilleur en termes de ballet traditionnel en ce moment à Douala. Donc je demandais au président de Mlema Mebele et à un des plus anciens, un des directeurs artistiques, et Kongolo de venir. Président, pour recevoir la bénédiction du public et du chef. Cette troupe travaille depuis très longtemps. Ils sont capables de varier d'une danse à l'autre, d'un style à l'autre, et chaque fois ils nous surprennent par l'innovation. La troupe royale de Daido Mlema Mebele. Derniers applaudissements. Et j'espère qu'entre-temps, les maîtres de maison, Paul Wabesombe, sont prêts et qui n'ont pas été intimidés. S'il y a match à Daido, il y a match en Djonjo grâce à Boloba Besombe. Tédika le bébé. Bien, on va ça. Boloba Besombe, Tédika, Biangwa, Ndiaple. Technique qui a plein micro. Dura.
Thank you.
Ballon du Mbana ambassadeur. Voilà mon diable. Bon année. Aïe, Guilane, Ngayo. Bon année. Toi, c'est mignon. Tobo. Ça. Jamais. Oh, allez.
Voilà, Seigneur, mon Seigneur, Lord, Seigneur, assiste-nous, Seigneur, Seigneur, oui, mon Seigneur, 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 il a so na masawo mambo ma ke di se ko ba ba ni how
Assalamu alaikum. Na ekona charlemagne. Oh, pega mama da fita. Sila. Le Colomboa, et il a dit ça, Kila, waouh, et c'est oui, ah oui, Bonnie,
Bravo, mi abbiamo passato, e seguire! Moni! Voglio sfidare Giorgio! Moni! Sa! Guarda bene! Sa! Va bene la bonuola, guarda bene, insomma, buoni, osuli, insomma, sangadona, hai capo, ma andiamo a cavalla, segui mi amore, ma fuori dalla web, vuole via, metto via, bravo! Bravo! E aí, fica, bravo! Bravo! Buoni! Merci! Je vous avais dit qu'il y aura match ce soir dans cette concession. Remercions Charlemagne et le Samour avec une salve d'applaudissements. Je sais que vous êtes fatigués, mais applaudissez quand même parce qu'il le mérite. Je parle aussi à Nombidi qui ont le droit d'applaudir. Il y a un qui est très occupé là-bas, c'est à lui que je parle. Appelez-le. Oui, c'est toi. Applaudis aussi pour Charlemagne et le Samour. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce qui est devenu une véritable veillée. Et je remercie nos éminences de l'université d'avoir supporté jusqu'à la dernière minute. Ils ont été plus résistants que tous les spectateurs réunis. Merci. Nous nous retrouverons tous ensemble pour la suite de ces obsèques. Et merci aussi à ceux qui ont bien voulu goûter à ce menu culturel qui a été offert. Et donc beaucoup ne seront au courant qu'après les événements. Merci à la communication, tous ceux qui sont là représentés, qui auront la charge de montrer au grand public ce qu'ils auraient raté et ce qu'ils auraient dû voir eux aussi. Donc, c'est fini. Le programme qui continue. Bon, demain, je ne le maîtrise pas. Je sais qu'il y a encore une visite, mais c'est plutôt vendredi, la grande veillée qui aura lieu au Parc des Princes. Et il y aura l'enterrement, la suite, toujours au Parc des Princes, samedi matin. Suivi, j'espère qu'on aura quelques invitations pour... Si je peux me permettre, il n'y a presque plus personne, je voulais simplement dire, vendredi matin, il y aura de façon virtuelle, à partir de 8h à Bonantone d'Aïdo, une procession derrière le chariot traditionnel dans les rues de Daïdo. Nous allons, puisqu'elle était native de Daïdo, nous allons nous recueillir à son domicile familial. Ensuite, nous irons à la rencontre du chef supérieur du roi d'Aïdo et nous irons nous recueillir devant le mausolée des rois d'Aïdo à Daïdo. À 10h30, il y aura à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul la grande messe d'action de grâce. Ensuite,
derrière le chariot traditionnel de Donjo, nous irons nous recueillir devant le mausolée des rois Ben avant qu'elle ne soit acheminée ici. On pense vers 13h, 14h. Et la veillée aura lieu à partir de 19h. 22h, elle s'achève en tant que veillée mortuaire. Et à partir de 22h jusqu'à l'aube, il y aura des animations traditionnelles. Et enfin, le samedi à 9h, nous recommençons par recueillement, prise de parole et enfin l'inhumation au cimetière du Bois des Singes. Je parle devant des chaises vides et quelques personnes attentionnées. Merci d'être encore là et surtout merci à vous. J'ai raté, j'espère que cela a été enregistré, mais j'ai entendu quelques bruits et vraiment je regrette de ne pas avoir suivi tout ce qui a pu se dire. Merci beaucoup, merci profondément et à toi aussi. Un jeune homme qui venait s'approcher de cette table, qui voulait, est-ce qu'il est prêt? L'envoyé de la reine. Monsieur Sosbe est prêt aussi.